Bonjour à tous et bienvenue pour ma présentation et je vous remercie de la suivre. Euh, Suivante, s'il vous plaît. Donc avant tout, je me présente. Donc je suis Frédéric Maraval, je suis responsable produit au sein de la société Easit et pour présenter notre société très brièvement. Easit est une société qui existe depuis 91. Nous sommes basés à Toulouse et nous intervenons en fait dans les solutions de test, de validation jusqu'à la certification des applications embarquées. Et par solution, j'entends qu'on fournit à la fois des outils d'aide au développement et au test, mais également du service et de l'expertise, donc dans les domaines de la sûreté de fonctionnement, de la cybersécurité et des bus de terrain. Et notre société fait partie d'un groupe industriel français qui est le groupe ICE, qui regroupe à peu près une vingtaine de sociétés françaises. Suivante, s'il vous plaît. Comme l'a introduit Monsieur Gauthier, le sujet de cette présentation, c'est le lien entre la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité et comment faire de la mixité entre ces solutions. Avant de commencer, je souhaiterais faire un petit rappel sur du vocabulaire et sur des définitions qui vont être utilisées tout au long de cette présentation pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et notamment au niveau du vocabulaire puisque si en anglais sûreté de fonctionnement et cybersécurité sont bien définis par deux mots, safety et security, généralement en français c'est un seul mot qui regroupe des fois un petit peu les deux et qui est le mot de sécurité. Moi dans ma présentation, sécurité ça sera cyber et si je parle de safety ça sera sûreté de fonctionnement pour bien être clair. En termes de définition, je souhaitais juste faire un petit rappel entre la sûreté de fonctionnement donc qui est l'aptitude d'un système à remplir sa mission ou sa fonction des conditions données ou plus précisément dans un environnement donné, voire un environnement maîtrisé. En sûreté de fonctionnement, on va avoir des notions et des objectifs de fiabilité, de maintenabilité, de disponibilité et de sécurité au sens sûreté de fonctionnement. Et une des définitions de la cybersécurité, parce que là c'est un petit peu plus vaste, c'est un système est dit sécurisé lorsqu'il n'est pas accédé ou modifié par un agent non autorisé. Donc le mot-clé là c'est non autorisé, c'est contre ça qu'on peut se prémunir. Et là aussi il y a des objectifs ou des notions associées à la cybersécurité. Les notions donc de confidentialité, intégrité et disponibilité du système. À travers ces deux définitions, on voit qu'il y a des points communs. On parle par exemple de la notion de disponibilité ou l'objectif de disponibilité dans les deux cas, mais on voit également qu'il y a quelques différences et en fait, il va y avoir des priorités différentes entre faire un système safe ou un système secure, qui peuvent mener des fois à des solutions ou des priorités antagonistes qu'il va falloir résoudre durant le design. Suivante, s'il vous plaît. Alors pourquoi on parle de la... vous êtes allé un petit peu trop vite sur le passage des slides. Voilà. Pourquoi on parle de cybersécurité dans les systèmes embarqués et pourquoi c'est devenu quelque chose de crucial aujourd'hui. En fait, c'est lié ni plus ni moins à l'évolution des systèmes eux-mêmes. On est parti de systèmes qui tournent encore aujourd'hui, qui étaient plutôt en vase clos, donc c'est des systèmes un petit peu autonomes qui tournaient chacun un petit peu indépendamment les uns des autres. Et ce qui a commencé à faire, c'est l'explosion du logiciel. Aujourd'hui, le logiciel dans un système embarqué, c'est l'intelligence du système embarqué. Et c'est même aujourd'hui le logiciel qui prend des décisions, et notamment des décisions en termes de sûreté de fonctionnement ou de sécurité. Ces logiciels n'ont cessé de croître, n'ont cessé de devenir de plus en plus complexes. Et ces dernières années, une grosse révolution un petit peu technologique, ça a été la connectivité entre ces systèmes ou l'interconnectivité, voire même de l'hyperconnectivité entre les systèmes. Et aujourd'hui, on se retrouve à devoir
faire le lien entre des solutions qui ont été développées il y a des dizaines d'années avec des systèmes beaucoup plus récents. Et suivante s'il vous plaît, voilà, merci. Ce qui s'est passé, c'est que en fait ces systèmes sont devenus beaucoup plus exposés, des surfaces d'attaque beaucoup plus grandes et des fois difficiles à maîtriser. Et également, en fait, cette hyperconnectivité ont fait et ont permis qu'une attaque peut se propager très très rapidement à travers différents systèmes. Et un exemple qui date un petit peu maintenant, mais qui pour moi est très démonstratif, c'est l'attaque qu'il y a eu sur des caméras connectées à Internet. Et la prise en main sur ces caméras ont permis de générer un flot d'attaque sur des gros serveurs et faire du déni de service. Et donc on voit bien la notion de propagation à ce niveau-là. Et du coup, le corollaire qui suit à cela, c'est typiquement qu'aujourd'hui, on est passé d'un monde où on avait des systèmes qui sont safe, qui ont été certifiés suivant certaines normes de sûreté de fonctionnement et qui tournaient jusqu'à présent sans problème majeur. Suivante, s'il vous plaît. Le fait de les rendre connectés, en fait, permettent de venir compromettre ces différents systèmes, de se propager et donc de casser en fait la certification tout simplement. Et donc, suivante, s'il vous plaît. Lorsque un système n'est plus sécure, tout simplement le safe devient non safe en fait. Alors par rapport à ça, on n'est pas resté les bras croisés, et notamment tout ce qui est certification et normes ont évolué. Suivante s'il vous plaît. Et aujourd'hui, les référentiels métiers dans les différents domaines, hein, que ce soit dans l'avionique avec la DO, dans l'automobile avec la 26, 26.2, et pour ne citer que ces deux-là, ont évolué, les normes ont évolué, il y a eu des révisions, et pratiquement aujourd'hui, toutes les normes safety, donc de sûreté de fonctionnement, intègrent des volets de cybersécurité, en fait. Suivante, s'il vous plaît. Et une des règles qui sont préconisées ou des guidelines qui sont préconisées par les évolutions et les standards cybersécurité, en fait, c'est dès le design, prendre en compte la cybersécurité dès la conception, ce qu'on appelle le Secure by Design. En fait. Suivante, s'il vous plaît. Et dans cette approche-là, en fait, une des règles, c'est le cloisonnement. Comme l'indique la première phrase de cette slide, cloisonner pour mieux protéger. En fait. Dans cette approche, la première étape, c'est partitionner en fait. Le partitionnement mémoire, c'est pas révolutionnaire. Hein. Tous les gens qui ont fait un petit peu de safety ou de sûreté de fonctionnement utilisaient de la MMU pour ségréguer la mémoire et éviter que une défaillance d'une application A ne vienne pas perturber la mémoire ou corrompre la mémoire de la partition B. Ça, c'est des choses qui existent depuis très longtemps en safety. C'est la même idée qui va être reprise en cyber, et également du partitionnement temporel. C'est ce qu'on retrouve typiquement dans le standard 62443 qui a été repris, je crois, précédemment, donc qui est le standard cyber de tout du domaine métier automatisme SCADA, donc industriel. C'est explicitement indiqué qu'il faut faire du partitionnement, qu'il faut gérer les flots de données dans son application d'un point de vue cyber. Suivante. Également, une autre notion, c'est avoir différents niveaux de sécurité, ce que la DoD aux USA a défini par la notion de MILS, Multiple Independent Level of Security, qui reprend l'idée de cloisonnement, de séparation et de contrôle de flux. Également, une autre directive en termes de cyber, là c'est un petit peu plus lié au mode de fonctionnement des applications, c'est l'idée de dire qu'un programme ou un agent quelconque qui doit effectuer une tâche, une fonction, ne doit avoir que les droits nécessaires et surtout suffisants pour réaliser son job. Voilà, ça c'est très important, c'est de ne donner que les droits qui sont nécessaires pour réaliser sa mission et ne pas avoir des droits supplémentaires ou supérieurs qui ne sont pas utiles pour le job à faire à l'instant T. Suivante, s'il vous plaît. Et tout ça a mené en fait à la notion d'hyperviseur, chose là également qui n'est pas révolutionnaire
en soi, puisque des hyperviseurs, ça existe depuis très très longtemps, les VMware entre autres, et j'en passe. Ce qui est un petit peu nouveau aujourd'hui, ou de manière plus récente, c'est l'idée de combiner à la fois des fonctions matérielles de composants, de virtualisation matérielle des composants, à cette notion de séparation logicielle, donc d'hypervision. L'idée en elle-même est très ancienne, puisqu'un des premiers à l'avoir y réfléchi sur cette thématique, c'est John Rushby en 81. Ce qui est beaucoup plus récent, c'est qu'en fait les composants ont évolué, ont commencé à implémenter ces mécanismes de virtualisation matérielle, et en fait on a pu combiner tous ces concepts pour créer ce qu'on appelle les séparateurs de noyaux, où on va voir juste un petit peu plus tard les hyperviseurs matériels ou les hyperviseurs physiques en fait. Et l'idée derrière ça, suivante s'il vous plaît, c'est de changer un petit peu le paradigme de conception, c'est de passer d'une approche un petit peu monolithique où le noyau, l'OS gère tout, avec la problématique que si on compromet le noyau, ben en fait on a les clés du royaume et on peut se diffuser partout dans l'espace mémoire accessible, à une application de type un petit peu plus distribué, pardon, où on va en fait cloisonner, isoler de manière étanche les différentes portions d'application, donc typiquement à travers des machines virtuelles. Et le rôle du séparateur de noyaux ou de l'hyperviseur matériel va être uniquement qu'un rôle de configuration au boot pour monter, définir les machines, définir les droits d'accès et les accès matériels, mais ne va plus s'occuper d'autre chose, et il va avoir un niveau de privilège différent de celui des noyaux pour ne pas pouvoir être compromis facilement. Et c'est aujourd'hui ce qu'on a. Suivante s'il vous plaît. On arrive en fait à une approche où on différencie deux types d'hyperviseurs. On a les hyperviseurs de type 2, les hyperviseurs donc matériels ou bare metal de type 1. Les hyperviseurs type 2, c'est vraiment le démarrage de la notion d'hypervision. Je parlais de VMware, des choses comme ça. C'est en fait ni plus ni moins que cette couche de séparation logicielle qu'on met par-dessus l'OS sur la machine, en fait, qui va s'occuper à créer les machines virtuelles, et qui est généralement géré par l'OS lui-même, en fait. C'est, je dirais, une extension du noyau qui tourne sur votre machine. Alors l'avantage de cette solution-là, c'est qu'en fait, on n'a pas de, je dirais, de contraintes matérielles. Ça peut être utilisé et mis en place sur n'importe quel type d'architecture CPU pratiquement. Ça amène un premier level de sécurité, mais on voit de suite, de par la conception, que si on compromet quand même le noyau, eh bien on peut aller dans l'hyperviseur, on peut quand même arriver à se diffuser. Donc ça amène un premier level de sécurité, mais ça reste encore assez permissif. La deuxième approche est donc les hyperviseurs de type 1, où comme je le disais tout à l'heure, c'est l'idée de s'appuyer sur le composant, sur les versions modernes de composants qui mettent en œuvre tous les mécanismes matériels de virtualisation, et en fait de ne faire que de la configuration de machine, et toute la partie scheduling OS est déporté dans la machine virtuelle. L'hyperviseur, lui, ne s'occupe que de faire de la configuration et ne gère plus l'applicatif en fait. Et donc les applications, les machines virtuelles vont devenir un petit peu indépendantes des unes des autres. Suivante, s'il vous plaît. Néanmoins, dans la notion d'hyperviseur type 1, on fait un petit distinguo entre les type 1 et les séparateurs de kernel en fait. Ils sont similaires, mais ils ont des petites différences. Suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? En commun, ils ont que ces deux solutions configurent et montent les machines virtuelles et fait toute la gestion matérielle. Suivante, s'il vous plaît. La différence avec un hyperviseur type 1 et un vrai séparateur de noyaux, c'est que dans l'hyperviseur type 1, il conserve néanmoins quelques fonctionnalités qui sont généralement typiques des OS. Et comme on peut le voir sur la slide, entre les machines virtuelles et l'hyperviseur type 1, on va avoir encore quelques appels système. Et ces quelques appels système qu'on a là sont des vecteurs potentiels d'attaque pour aller attaquer l'hyperviseur et donc se propager et se diffuser au niveau des autres machines.
La différence avec un séparateur de noyaux, c'est que en fait, toutes ces fonctionnalités-là sont réellement déportées dans les machines virtuelles et dans les noyaux qui sont invités dans les machines virtuelles. Le séparateur de noyaux est une configuration statique. C'est au boot, on configure la machine. À partir de là, entre guillemets, le séparateur de noyaux devient totalement transparent. Il n'y a plus vraiment d'appel système, il n'y a plus d'API qui sont partagés, des API avec des niveaux de privilèges similaires en fait. Ça, c'est la grosse différence. Suivante, s'il vous plaît. Alors, comment fonctionne un séparateur de noyaux ou un hyperviseur et quelle est sa fonctionnalité? Ben, la première étape qu'il fait, c'est tout ce qui est montage des machines virtuelles et donc tout ce qui est, je dirais, le boot et l'exécution et le lancement au boot des applicatifs. Il conserve néanmoins une activité de scheduling pour la raison suivante. Imaginons que vous êtes sur une architecture d'un composant avec 4 cœurs, mais que vous ayez 5 machines virtuelles à faire tourner. Ben, on voit typiquement qu'on va avoir une ressource commune à partager qui est un cœur processeur. Et c'est dans ce cas-là que l'hyperviseur ou le séparateur de noyaux va devoir plutôt gérer un aspect de scheduling entre les machines virtuelles. C'est une des rares fonctions kernel que conserve encore un séparateur de noyaux. La deuxième activité du boot qu'il va avoir, c'est là par contre de monter les machines virtuelles que vous aurez définies durant votre design, qu'on verra juste après, et donc les différentes machines virtuelles dans lesquelles vont être implémentés vos OS et vos applicatifs que vous aurez développés. Également, l'hyperviseur va gérer tout ce qui est droit ou permission de contrôle entre le hard et la machine virtuelle. Et bien entendu, le gros du travail de l'hyperviseur, c'est ce qu'on appelle le mapping ou l'IO assignment, c'est-à-dire venir mapper les parties périphériques hard présentes sur votre système avec les machines virtuelles. L'idée derrière cela, c'est qu'une fois qu'on a fait ce mapping, si on prend machine virtuelle par machine virtuelle, en fait, on se retrouve un petit peu dans ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire un OS, des applications ou des fonctions à réaliser sur un hard, comme si on était en natif. Les machines virtuelles n'ont pas du tout conscience à ce moment-là qu'elles ont d'autres machines virtuelles à côté ou qu'elles travaillent en relation avec un séparateur de noyaux, un hyperviseur. Pour elles, on travaille directement sur un hard, ce qui veut dire au niveau d'un noyau qu'on va mettre dans une machine virtuelle, qu'on est au niveau de l'hyperviseur complètement agnostique du noyau. C'est-à-dire vous pouvez très bien mettre dans ces machines virtuelles-là du Linux, du Windows ou des noyaux temps réel safety comme du Lynx, du PikeOS, du VxWorks, du Greenhills, du Siopta. J'espère ne pas avoir oublié grand monde. Mais au niveau du séparateur de noyaux, pour lui, il est totalement indifférent, puisqu'en fait, une fois qu'on a fait ce mapping-là, bien entendu, ça devient en fait un lien direct, du moins en termes concept. Ensuite, bien entendu, ces machines virtuelles, même si elles sont indépendantes, au global, vous gérez un système. Donc, normalement, il y a de la communication et de l'échange de données à faire entre ces machines virtuelles. Donc, c'est une autre fonction que va amener le séparateur de noyaux. Donc, c'est mettre en place ce qu'on appelle les connecteurs ou tous les échanges de données et la communication inter-process, inter-machine. Et enfin, il y a également une machine virtuelle système, entre guillemets, de l'hyperviseur ou du séparateur de noyaux, qui va avoir pour rôle de faire un petit peu du monitoring et contrôler un petit peu tout ça là. Et également, l'hyperviseur peut vous amener des services complémentaires, notamment des fonctionnalités de communication vers l'extérieur, principe VPN, ou des fonctions de stockage de données avec de la crypto, donc en chiffrant les données. Donc voilà, quelques services complémentaires qui peuvent être présents en plus de sa fonction de base de gestion de machines virtuelles et mappage hardware du hard vers les machines virtuelles. Suivante, s'il vous plaît. En termes de design, en fait, on reste dans une approche classique par rapport à un développement standard. Je dirais il y a deux étapes supplémentaires qui sont rajoutées, ou une étape et demie, qui sont les deux premières en fait. C'est la conception. En fait, on va commencer par faire son modèle, et notamment en termes de conception et de modélisation des machines virtuelles. Donc, on va commencer à découper un petit peu son système ou ce qu'on a à gérer à travers les différentes machines. Et c'est là qu'on va pouvoir justement séparer des aspects critiques,
donc avoir une machine virtuelle qui gère la partie critique de notre système, de tout ce qui peut être compromis, c'est-à-dire la partie communication et notamment connectivité vers l'extérieur. Donc cloisonner ces deux mondes de manière étanche. Donc c'est la première étape, on fait un petit peu sa modélisation. Et là, la deuxième étape va être en fait vis-à-vis du hardware sur lequel on va s'implémenter, c'est savoir qu'est-ce que j'ai comme périphérique disponible, faire ce mappage, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire appliquer ce modèle sur le hardware. Une fois qu'on a fait cela, en fait, on se retrouve vraiment dans un monde un petit peu classique, c'est-à-dire que machine par machine, je vais développer avec mes outils de développement liés à mon noyau, je vais faire ma mise au point, mon intégration, et une fois que j'ai tout terminé, je vais passer en phase de déploiement, c'est-à-dire que je vais mettre toute cette image sur mon hard, et à partir de là, je n'aurai plus qu'à faire soit de l'optimisation ou du tuning. Et donc c'est cyclique, hein, en fonction de ça, je peux revoir mon modèle, refaire mon mappage et ainsi de suite. Ce qu'il faut voir en termes de conception sur ce type d'architecture logicielle, c'est que un hyperviseur ou une approche de séparateur de noyaux, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une définition statique. C'est-à-dire que ce mappage, il est fait une fois, vous créez l'image et chaque fois que la machine va booter, vous allez remonter dans la même configuration. Il n'y a pas de possibilité de manière dynamique de changer la configuration. Et ça, c'est quelque chose de volontaire, justement, c'est ce qui permet d'assurer l'aspect sécurité parce qu'il n'y a aucune commande qui permette dynamiquement de reconfigurer une VM, de rajouter une VM et ainsi de suite, ou de changer des droits. C'est ce qui permet d'isoler vraiment physiquement et de manière étanche les différents domaines qu'on a créés à travers les machines virtuelles. Voilà un petit peu les concepts d'un séparateur de noyaux. Suivante, s'il vous plaît. Alors, en termes de conclusion, suivante, qu'est-ce qu'on peut retirer un petit peu en termes d'avantages de cette approche par séparateur de domaine ou séparateur de noyaux et type de protection? Un des premiers avantages, c'est que on va se retrouver dans une architecture distribuée. Alors, ça va changer un petit peu la manière de concevoir son système, même si d'ores et déjà, avec la notion de tâches et autres, on est déjà dans des approches un petit peu d'architecture distribuée. Mais là, on va pouvoir vraiment réfléchir en termes de fonctionnalité, on va pouvoir réfléchir en termes de safety d'un côté, en termes de cybersécurité de l'autre, donc dissocier les différents domaines, les différentes fonctions et les affecter de manière individuelle. On va pouvoir bien sûr isoler ces domaines-là, donc isoler la safety de la sécurité, et donc amener de la flexibilité et de la modularité dans son design. Ce qui est le corollaire direct à cela, c'est que ça peut aider également le traitement de l'obsolescence du matériel. Puisque en fait, si on met en place ce type d'architecture que je dois changer de matériel, ce qui va changer, c'est juste le remapping sur la nouvelle carte et à ISO fonctionnalité et ISO, j'allais dire, périphérique présent sur la carte, une VM peut n'avoir aucune modification à faire si on change de matériel. Si par exemple cette VM ne communique que par un bus CAN ou un bus ARINC vers l'extérieur, la seule chose qui sera revérifiée par rapport à ça, c'est effectivement des aspects de timing, donc de la validation. Mais en termes fonctionnels et réécriture de code, on peut n'avoir quasiment rien à changer, qu'on passe du hard A au hard B. Ça, c'est important également en termes de temps de portage, voire de certification, puisque si on ne change rien au niveau applicatif, cette partie-là ne sera pas retestée, voire ne sera pas à certifiée. C'est la notion un petit peu de reuse, et c'est des choses qui ont été poussées en certification, puisque en avionique côté USA, on est sur des approches de componentes certifiables et recertifiables, c'est-à-dire réutiliser ces composants comme des boîtes noires et en fait juste assurer que dans l'intégration, c'est reporté directement. Ensuite, on a de la transparence vis-à-vis des applications, comme je disais tout à l'heure, au niveau des BSP, au niveau des OS qui sont installés, instanciés de ces machines-là.
Si on a le séparateur de kernel et les composants qui vont bien, qui arrivent à virtualiser matériellement tous les périphériques à 100%, ben en fait, l'OS que vous allez utiliser peut être un OS classique. Il n'a pas besoin de portage particulier sur l'hyperviseur ou sur le séparateur de noyaux. Donc être quelque chose de très très classique et donc de pouvoir éventuellement réutiliser du legacy dans cette approche-là. Et en termes de certification, eh bien, ces approches d'hyperviseur ou de séparateur de noyaux peuvent prétendre à une double certification, c'est-à-dire qu'ils ont une certification safety, donc par exemple certifiable DO ou 61508, et également amener d'ores et déjà un premier level de certification. Alors dans la présentation tout à l'heure ou dans les questions de tout à l'heure, il y a eu des questions au niveau critères communs. Ben, certaines de ces solutions-là d'hypervision, comme les solutions Mosaic ou Link Secure de Link Software, ont une double certification EAL de type 3, 4 à 5 en termes critères communs. Et en termes de protection, eh bien, on va amener, c'est l'idée tout à l'heure d'avoir différents niveaux de protection. On va avoir une protection entre les VM elles-mêmes, puisque comme elles sont cloisonnées de manière physique, donc étanches, elles sont sécurisées l'une vis-à-vis de l'autre. Comme au niveau des VM et de séparateurs de noyaux, on n'a pas les mêmes niveaux de privilèges, eh bien, on va avoir un cloisonnement et une protection entre les VM et le séparateur de noyaux, et ça va éviter notamment les fameuses attaques par escalation de privilèges. Cette approche-là aussi également d'hyperviseur, il a été démontré, il y a quelques années, il y a eu des attaques à travers les caches des composants qui pouvaient récupérer certaines informations, certaines données, même de mémoire, enfin d'applications séparées par des MMU à travers les caches. Ces approches-là peuvent, dans certains cas, éliminer ce type de vecteur d'attaque, donc amener des résolutions sur certaines failles matérielles. Et bien entendu, ben, une protection vis-à-vis des réseaux, puisque si on cloisonne et par conception, si on sépare toute la partie connectivité de la partie, on va dire, applicative critique ou sensible, de facto, on va se protéger et protéger ces réseaux de communication. Par exemple, dissocier le bus avion du bus Ethernet ou du bus Internet, enfin de la connectivité Internet, ou sur un SCADA, faire la même chose entre les bus contrôle-commande type CAN et une connectivité vers l'extérieur, vers l'ASI par exemple, et amener un cloisonnement entre l'IT et l'OT directement par conception. Voilà, j'en ai terminé au niveau de ma présentation, qui voulait plus une introduction, une vulgarisation de cette technologie. Et je suis disponible pour vos questions. Merci à Merci tous. Frédéric. Donc, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Alors moi j'en ai une finalement. Bon, c'est vrai qu'on a vu tous les avantages d'un hyperviseur, de la séparation des domaines, etc., etc. Est-ce que ce type d'architecture évite d'avoir une racine de confiance sur le composant utilisé ou pas? Non, parce que le composant doit avoir à son niveau aussi sa propre labellisation. Ce que ça amène comme avantage, c'est dans le design. Ça peut faciliter, notamment réduire fortement l'effort de certification, safety surtout, et cyber, de par la conception. Mais ça n'empêche pas la labellisation du composant. Après, ça va dépendre aussi de votre système, dans quel contexte il s'intègre et quel est le degré de confiance qu'il doit amener. D'un point de vue cyber. Alors attendez, une question. Je vais passer le micro. Oui, j'ai une question. Vous parliez de configuration statique au niveau de votre hyperviseur. Est-ce que ça englobe donc le nombre total de virtual machines qui seront tournées sous l'hyperviseur, mais ça inclut également les ressources telles que les périphériques? Vous devez les allouer statiquement et elles ne pourront pas derrière être réallouées sur d'autres VM. Donc, typiquement, le cas d'usage, c'est si on a des ressources limitées en matériel tel qu'un seul port Ethernet qui va devoir partager de la connexion entre différentes VM. Comment vous gérez ce cas d'usage? Alors, on peut. Alors, la réponse à votre question est oui. Que ce soit les VM, le nombre de VM ou les périphériques, une fois que le mapping est fait,
il est statique et on ne pourra le modifier qu'en refaisant une nouvelle configuration, c'est-à-dire en reflashant ou en retéléchargeant l'image, la nouvelle image sur la carte. Ensuite, l'exemple que vous prenez de partager un contrôleur Ethernet, c'est l'exemple que je prenais pour partager un cœur. On peut avoir des ressources communes. Typiquement, dans beaucoup d'applications, ce sont les GPU, par exemple, qui sont utilisés par différentes VM. Il y a la possibilité de partager ces périphériques qui doivent être communs. Alors, il y a différentes possibilités pour faire ça. Ça dépend également de ce que permet le composant, donc de manière matérielle lui-même en termes de virtualisation. Sinon, après, on peut faire ça par le design en ayant une virtualisation qui est faite au niveau d'une VM un petit peu spécifique, on communique avec. Là, ça dépend après des contraintes que vous avez sur votre système, des aspects de timing, des choses comme ça. Mais oui, il y a les mécanismes je dirais, de mise en commun, de ressources communes, de partage de ressources communes à travers les différentes VM. Mais l'affectation est faite par la configuration, c'est-à-dire que si vous dites c'est la VM1 et la VM2 qui vont utiliser mon contrôleur Ethernet, ça vous allez pouvoir le définir, mais une fois que vous avez fait l'image, ceci devient statique. C'est-à-dire que si une troisième VM a besoin du contrôleur, dynamiquement, vous ne pourrez pas la lui affecter, il faudra refaire une nouvelle image, donc reflasher, entre guillemets, la nouvelle configuration, retélécharger la nouvelle configuration sur votre système. C'est ce qui permet d'assurer la sécurité en fait. Typiquement, ça permet aussi de pouvoir facilement inhiber certaines parties matérielles comme une interface USB. Voilà, avec une carte standard, vous l'inhibez par le design et vous êtes assuré que personne n'utilisera l'USB et ne pourra venir interférer à travers l'USB par le design. C'est clair. Donc c'est un choix d'être statique aussi. Hein. D'autres questions? Oui, allez-y. Oui, merci pour la présentation. Du coup, j'ai bien compris l'intérêt d'avoir l'hyperviseur de type 1 au niveau matériel, mais alors finalement, si on a une faille au niveau matériel, type Meldon, comme on a pu voir sur les CPU, on n'a pas de mitigation logicielle possible, on est obligé de changer le matériel? Alors ça va dépendre de la faille, comme je disais, certaines failles, au contraire, certaines failles matérielles, cette approche-là peut réduire le risque ou l'éliminer, mais bien entendu, ça ne veut pas dire que toute faille matérielle va être réglée par ce type de solution. Ensuite, les conséquences ou les manières pour résoudre ça, ça va dépendre du type d'attaque qu'on va avoir. Après, non. Ce qu'il faut voir, c'est que là, on définit une configuration. Rien n'empêche ensuite, au niveau de chaque VM, de rajouter d'autres niveaux de protection. C'est la notion de Mills de tout à l'heure, d'avoir différents levels de données. Rien ne vous empêche. Alors, pour les attaques matérielles, je ne suis pas expert hardware pour voir comment on peut les contrer et les résoudre. Mais par contre, rien ne vous empêche après, par exemple, sur des VM qui sont liés à de la connectivité, d'avoir des principes de firewall, enfin peu importe, pour rajouter d'autres niveaux de sécurité. Donc, j'ai pas la réponse directe à votre question parce que comme je ne suis pas expert, comme je disais, sur les attaques hardware, qu'est-ce qu'on pourrait faire côté logiciel pour contrer ça, ou est-ce que le séparateur de noyau peut contrer ce type d'attaque? Mais ça, si c'est des sujets qui vous intéressent, on peut regarder ça et moi vous mettre en relation avec notamment l'éditeur d'un des hyperviseurs qu'on distribue pour vous répondre plus spécifiquement. Donc ça peut avoir effectivement des impacts à devoir changer du hard ou autre, ça dépend de l'attaque, très sincèrement. Ok, merci. D'autres questions? Donc oui, j'en ai une. C'est une architecture, c'est des architectures quand même qui sont peut-être relativement difficiles à maîtriser ou à intégrer dans une équipe de développement. Est-ce qu'il y a des domaines, des marchés
sur lequel ça se développe plus fortement que sur d'autres domaines ou pas? Ouais, je dirais aujourd'hui, ça a tendance à se diffuser partout. C'est vrai que au départ, c'est des intégrations et des utilisations qui ont été poussées par les domaines où la criticité, la sûreté de fonctionnement est vraiment prépondérante. Donc l'avionique dans un premier temps, avec d'un côté les systèmes de gestion de commandes et puis toute la connectivité qu'il y a maintenant entre un avion et le sol. Dans la défense, certains séparateurs, enfin solutions de séparation de noyaux ont été des projets guidés par la défense quand ils ont voulu mettre en relation sur le même hardware, la même plateforme, deux réseaux de communication avec des degrés de confidentialité différents justement. Donc une approche sécurité, enfin cybersécurité, pas sûreté de fonctionnement. Mais ça s'étend, je dirais, à tout le domaine. Vous voulez faire une passerelle, je prenais l'exemple passerelle IT-OT. Ben voilà, c'est un principe de solution. Vous cloisonnez deux machines, une qui gère l'OT, une qui gère l'IT, et c'est vous qui contrôlez la communication entre les deux. Voilà, c'est un des moyens de faire une passerelle sécurisée entre deux domaines différents et qui ont leurs propres contraintes de chaque côté. Donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment je dirais, de domaine spécifique. Ça a été fortement poussé effectivement dans tous les domaines où la safety a été, où le risque de compromission affecte la notion de safety, en fait, de sûreté de fonctionnement. Ok. Et donc l'idée était de faire ça. D'accord, merci beaucoup. Ben, merci Frédéric pour cette présentation Merci à vous. et cette ouverture vers des nouvelles architectures.